Ça partage, on voit bien, super. Rapidement, parce que c'est pas le but de la conférence, mais je vais me présenter. J'enseigne chez Zoom Academy, ça fait 6-7 ans. Puis j'ai une entreprise qui s'appelle Cellule Créative. Puis nous, on produit des événements grand public culturels, généralement des festivals. Donc, nous, rapidement, on fait un festival d'Halloween à Mascouche qui s'appelle le Festival Frisson. On le produit, ça nous appartient de A à Z. On active cette année, on a eu près de 20 000 personnes, un festival d'amuseurs publics aussi dans le Vieux-Mascouche. Puis, ben, il y a des villes ou des organismes qui nous engagent pour qu'on organise pour eux les festivals ou les événements grand public que eux possèdent finalement. Donc, on fait de la production déléguée à ce moment-là de leur événement. Quand je dis aux gens que j'organise des événements, que je fais des festivals, j'organise des festivals, souvent ce que les gens me disent, ils disent OK, ben, tu fais 8 festivals dans l'année, qu'est-ce que tu fais le reste de l'année? Puis je me fais souvent poser cette question-là, puis j'ai souvent de la difficulté à l'expliquer, puis je vais faire une petite parenthèse anecdotique. Nous, on est 5 enfants chez nous, puis quand j'étais plus petit, on était au primaire, ma soeur plus jeune, un jour, elle s'est brisé la clavicule. Puis là, le médecin appelle mon père va la chercher, puis le médecin il dit je suis content, je suis contente, elle va être en bonne main. Mon père dit comment ça, elle va être en bonne main? Fait que, elle dit parce que vous êtes médecin. Puis là, mon père dit je suis pas médecin du tout. Puis ma sœur avait dit, quand ils ont demandé qu'est-ce que vos parents font dans la vie, elle dit que son père était médecin parce qu'elle savait pas comment expliquer qu'est-ce qu'il faisait. C'est trop compliqué. Il fait de l'organisation lui aussi, mais dans l'immobilier. Moi, je me sens un petit peu comme ça. C'est difficile d'expliquer aux gens qu'est-ce qu'on fait exactement le reste de l'année quand on organise des événements, quand c'est pas les événements. Pour vous donner une image assez forte, si aujourd'hui, quand vous allez dans des événements grand public, vous allez au Stade olympique, vous allez voir des spectacles, vous allez dans des festivals, la fête nationale, généralement, 99,9999%, ça se passe toujours bien. Des fois, on attend un peu plus longtemps. Des fois, le spectacle n'est pas nécessairement notre goût, on entend un peu moins bien, mais c'est très, très rare les catastrophes, comme on dit. Quand on reculé il y a 60 ans, 50 à 60 ans, le fameux Woodstock 1969, on peut parler du 99, il y a d'ailleurs eu une série sur Netflix récemment, mais c'était la catastrophe finalement, des déchets partout, manque de sécurité, manque d'organisation, les lignes de trafic qui finissaient plus. Quand on entend parler du Woodstock 69, les gens, ce qu'ils disent, ils disent il y a eu seulement 2 morts. Ils disent le mot seulement 2 morts. C'est comme si c'était acceptable. Maintenant, c'est inacceptable. On peut pas organiser des événements et accepter que des gens décèdent. Fait que, on parle de ce principe-là du Woodstock 1969, que c'était le chaos, une sécurité défaillante, il y avait mal calculé comment faire la sécurité du site. Fait que eux, ils avaient mis en vente 50 000 billets. Il y a 500 000 personnes qui se sont présentées. Il n'y avait pas assez de sécurité. Les gens ont défoncé les barrières. C'était pas clôturé partout. Fait que là, il y a eu grande demande, les gens, problème de direction technique aussi, ont mal planifié la direction technique, il y avait des fils qui traînaient au sol, les gens s'enfarchaient dans les fils, ça débranchait le son, les gens n'entendaient plus le spectacle, ils se révoltaient, ça faisait du grabuge. Il y a eu 797 cas d'overdose, 938 pieds lacérés, 186 crises d'asthme, puis très peu de gens pour s'occuper des premiers soins. Ce qui fait que c'était catastrophique. Mais pourquoi? Aujourd'hui, en 2022, quand on organise des événements, ça se passe plus comme ça, parce on en a fait un métier maintenant de l'organisation d'événements pour le grand public, puis il y a des gens qui, pas seulement la fin de semaine de l'événement du festival, il y a des gens qui préparent à l'année puis qui y réfléchissent. Fait que c'est ce que je fais, puis c'est ce que je vais vous amener un peu à réfléchir dans les 15 minutes qui restent, les grandes lignes de l'organisation d'événements grand public. Moi, premièrement, nous, on baigne dans le culturel. Fait que la première des choses, on le fait pour une raison. On le fait pas juste euh, on le fait pas juste pour faire un gros party, puis on le fait pas juste pour faire de l'argent, comme il y en a. Il y a d'ailleurs le Woodstock 99, c'était un petit peu la raison. C'était extrêmement lucratif, puis c'était l'idée principale derrière. Nous, notre mission, on veut stimuler l'imaginaire des gens, on veut rassembler de façon créative. Fait que si on ne peut pas être créatif, si on ne peut pas créer de moments culturels, ben on le fait pas, puis on se donne cette mission-là, que ça soit toujours derrière chaque geste d'organisation d'événements qu'on va faire. On veut que ça se reflète pour les gens. La misère avec ma souris, je ne vais pas dans le bon sens. C'est que
en gros, quand on fait de l'organisation d'événements pour le grand public, tout ce qu'on fait le reste de l'année, premièrement, on fait de la structure financière, administrative, c'est-à-dire que on calcule les budgets, on va chercher de l'argent, on s'assure qu'on va avoir assez d'argent pour mettre le bon nombre de clôtures, pour avoir le bon nombre de systèmes de son, que ce soit le bon débit, pour que ça se passe bien, pour qu'on ait des équipes de sécurité. Fait que ça, ben, il faut le planifier, faut faire nos mathématiques, comme on dit. Tout le volet de direction artistique, je parlais de Woodstock 69, une des raisons pour lesquelles ça a été le chaos, c'est aussi dans la direction artistique. Oui, il y avait d'excellents groupes de musique pour l'époque, mais la façon qu'ils ont développé la programmation, c'était un peu chaotique. Ils mettaient des bandes de musique à 5 heures du matin, mais des groupes qui, généralement, comme le commun des mortels, ne travaillent pas ou jouent pas de la musique à 5 heures du matin. Donc, ils étaient tous débousselés, ils n'étaient pas à leur meilleur. Ça n'a pas donné les meilleurs spectacles, juste dans le choix, dans la façon qu'ils ont développé l'horaire. C'est une image forte, là, un peu que je vous donne. Il n'y a plus personne vraiment qui fait des festivals, à part les festivals nocturnes, disons, avec des programmations à ces heures-là, mais faut le réfléchir aussi, puis on réfléchit à quel moment on peut avoir le maximum de gens sur notre site, puis est-ce qu'on est mieux de mettre à une autre heure pour si je fais des événements familiaux, ben, on va réfléchir à l'heure de la sieste des enfants, on va réfléchir si c'est trop tôt, c'est trop de bonne heure, est-ce que les gens retournent chez eux faire une pause dans l'après-midi. Donc, tout ce volet-là, direction artistique, de choix de spectacle, mais aussi de mise en place d'un horaire casse-tête que l'on fait. C'est tout un volet communication. Quand on fait des événements grand public, bien, ça le dit, on veut avoir beaucoup de monde. Ça, c'est pour le grand public. On peut attirer des milliers, souvent, de personnes. Mais comment on fait pour qu'ils sachent qu'on a un événement? Puis aujourd'hui, maintenant, il y a tellement de festivals. L'été, il y a tellement d'événements grand public. Chaque ville ont leur festival régional ou municipal pratiquement. Mais comment on fait pour se démarquer? Comment on fait pour que les gens viennent à notre événement grand public au lieu d'un autre? Bien, ça passe par de la communication, de la promotion. Ça passe par du référencement, comme Brigitte, sur des sites web, mais ça passe par des campagnes médias sociaux, des relations de presse, des relations publiques, de la publicité, de la création d'images de marque fortes. Ça fait partie de notre métier aussi de faire connaître ces événements-là. Puis, en contrepartie, un peu comme le Woodstock, des fois, nous, ça m'est arrivé justement cette année au mois d'octobre, on envisageait qu'on allait avoir trop de monde à notre événement. Puis ben, ça devenait problématique. Ben là, on a un travail de communication aussi pour essayer de limiter la publicité, informer les gens de prévoir, d'arriver plus tôt, de les informer sur où aller se stationner, tout ça. Je vais un peu partout, je sais que je parle vite, je m'excuse, j'ai beaucoup de sujets, j'aurais beaucoup de choses à vous dire, mais je reviens au Woodstock, il disait qu'il y avait 10 kilomètres de trafic à l'événement de voitures. Puis là, les gens étaient tellement tannés d'attendre d'être dans le trafic qu'ils laissaient leur voiture sur l'autoroute. Si l'autoroute est devenue un grand stationnement, bien, ça vient d'un manque de planification et de concertation aussi avec les autorités locales, municipales, policières. Il faut se concerter quand on fait des événements grand public. Il faut impliquer les corps policiers, les services des incendies pour qu'il y ait de la signalisation adéquate aux alentours de ces événements grand public-là, mais aussi pour que s'il arrive, on a des plans B, des plans C, s'il arrive quelque chose, bien, il faut que la police, les services des incendies soient en mesure d'y assister. On a tout un volet d'y assister, de venir prêter main forte. C'est un volet logistique aussi auquel il faut réfléchir. Tu sais, des fois, on va dans un festival, la rue est fermée, nous, on ne le réalise pas vraiment, on profite du moment, mais il y a toute une logique, il y a plein de choses qui ont été réfléchies en arrière, ne serait-ce que, oui, la rue est fermée, mais s'il arrive un incident, des fois, vous allez à Montréal, les rues sont fermées, il y a des gens qui habitent quand même dans les blocs appartements, mais comment on peut leur donner accès? Comment, si il arrive un incident majeur, quelqu'un tombe malade, fait une crise cardiaque dans son appartement, mais est-ce que les véhicules d'urgence vont y avoir accès? Ils ont toujours accès. Il y a quelqu'un qui a réfléchi, il y a des plans de signalisation qui ne sont pas connus, mais il y a des plans pour donner accès aux véhicules d'urgence. Il faut que les autorités, il faut avoir travaillé ça avec les autorités respectives. Je vais un peu partout. On fait aussi évidemment de l'activation et du partenariat parce que quand on parle d'événements grand public, bien, il y a
Oui, souvent, il y a des événements qui vont vendre des billets. Nous, pour notre cas, les événements sont toujours gratuits, mais dans les deux cas, il y a une portion assurément qui est financée par de la commandite, par du partenariat. On recule il y a 20 ans, dans les années 90, la commandite, c'était tout le monde, c'était le festival du logo. On voulait juste, les entreprises donnaient de l'argent parce qu'ils voulaient avoir un logo sur une affiche. Ça se limitait là. Maintenant, ça a beaucoup, beaucoup évolué. On veut créer des activations. Euh, on veut plus, on veut que la commandite serve autant à l'entreprise qu'à l'événement, qu'au festivalier. C'est-à-dire que s'il y a un jour, moi, je suis allé dans un événement, puis il y avait une compagnie de téléphonie, disons, puis la seule chose qu'il y avait un kiosque, la seule chose qu'il faisait, c'était de prendre des données pour nous rappeler, pour essayer de nous vendre un forfait. Ça ne sert pas du tout l'événement, puis ça ne sert pas du tout l'expérience du festivalier. La seule personne qui ça sert, c'est l'entreprise derrière. Donc, les gens ont une expérience négative quand ça se passe, mais on pourrait faire autrement pour que tout le monde soit content. Je donne un exemple, on fait un festival d'Halloween, le festival Frisson, puis je pense que vous avez jamais, parce que moi, je n'avais jamais vu ça avant, un salon funéraire qui commanditait un événement. Ben nous, on pense que c'est une bonne idée pour un festival d'Halloween, c'est la fête des morts, d'approcher un salon funéraire. Puis quand on les a approchés, on dit OK, ben nous, dans le fond, les gens ils ont une image un peu drabe de notre métier, de notre industrie. On voudrait peut-être profiter de cet événement-là pour donner une autre vision de l'événement, qu'on a réfléchi à comment on pourrait activer quelque chose pour eux. Puis on est arrivé avec un projet, on a dit, on va faire des faux avis de décès un peu loufoques, illustrés. On va faire passer ça dans les journaux locaux avec votre logo. Nous, ça va nous servir, ça sert l'événement. En promotion, vous, c'est loufoque. Exemple, Tristan Amour est décédé au bout de ses larmes, venez assister à sa mise en terre dans le cadre du Festival Frisson. Les gens vont trouver ça drôle. Ça va servir un peu l'idée que vous avez de donner une petite twist plus souriante le temps d'une fin de semaine. Puis, on a créé une exposition de faux avis de décès illustrés par des artistes qu'on a exposé dans le cadre du festival. Puis l'année suivante, on est arrivé, puis les gens pouvaient, avec leur appareil mobile, scanner l'avis de décès. Puis là, il y avait une vidéo basée sur les Darwin Awards. C'est les façons un peu plus que les gens sont décédés. Il y avait une vidéo qui apparaît toujours sur les appareils mobiles. Puis les gens vous voyez une vidéo, la personne expliquait comment elle était décédée. Mais ça, c'est de l'activation, c'est du partenariat. Je vais vous donner plein d'exemples, mais c'est plus juste, on met un logo, ça fait partie du métier. Puis, ben, ça prend beaucoup de temps dans l'organisation d'événements grand public. Puis ça, on ne le voit pas toujours du point de vue spectateur, visiteur. Évidemment, ces événements grand public-là, on parlait, il manquait de sécurité au Woodstock 69. Ça prend des gens, ça va prendre des bénévoles pour encadrer, pour faire la sécurité, pour faire la santé, pour donner les premiers soins, pour donner les informations. Aussi, les gens ont besoin d'être informés, ils ont des questions sur l'horaire, le plan de site, ils ne trouvent pas une scène, ils ne trouvent pas tel chapiteau. Ben, on va avoir besoin de bénévoles, on veut les recruter, on veut les encadrer, on veut leur donner de la formation, puis on veut surtout qu'ils aient le goût de revenir parce qu'ils donnent de leur temps. Il y a tout ce volet-là aussi, le programme de bénévolat qu'on doit prendre en considération. Je vous ai parlé très, très, très rapidement de l'organisation d'événements grand public, puis je voulais prendre un 3 minutes aussi, 4 minutes pour dire, moi, à chaque fois que j'embarque dans un projet, parce qu'on en fait plusieurs, projets grand public, projets de festival, mais en fait, l'ensemble des projets dans lesquels je me lance, souvent, quand on a commencé, je me rappelle c'était en 2014, la première édition du festival Frisson, martel d'exemple avec ce festival-là cet après-midi. On avait peu de ressources, hein, puis c'était une idée qu'on avait eue, on avait cette vision-là de créer cet événement culturel-là basé sur la thématique de l'Halloween. Puis, quand les gens me demandent pour embarquer dans un projet ou quand même vous, si vous avez un projet, ça peut être un projet personnel, des fois, on a peur de se lancer parce qu'on dit, j'ai pas assez, il manque de l'argent pour acheter du matériel ou pour bien structurer mon projet. Ouais, j'ai pas assez de temps parce que je travaille. Des fois, on ne se lance pas et on a cette peur-là. Mais moi, je me dis, je base tout sur un triangle où il y a 3 points que vous voyez à l'écran, le temps, l'argent, les ressources humaines. Puis, je me dis, ça me prend 2 points sur 3. Aujourd'hui, nous, on a une équipe de 10 à Cellule Créative.
quand on faisait en 2014, on était 2. Okay? Puis pourtant, le festival est assez semblable. Oui, il a grandi en ampleur, mais ce qui a changé à travers le temps, puis pourquoi on a réussi en 2014, on avait plus de temps. On avait peu de ressources humaines. On avait été chercher un peu de financement. On avait moins de ressources humaines. On avait beaucoup de temps. Fait que toutes les tâches de ces 10 personnes-là, on les faisait à 2. Puis, on avait de l'argent pour le faire. Si, je me rappelle, une année, un site Internet, on lance un projet, ça nous prendra un bon site Internet, bien référencé. On ne connaît pas ça, on ne sait pas comment. Mais on n'avait pas d'argent, on préférait mettre l'argent dans le site, dans la programmation de l'événement pour que les gens aiment ça. On avait du temps, on avait des gens qui connaissaient ça, qui pouvaient nous aider. On a appris, on a regardé des tutoriels, on a suivi des formations, des centaines d'heures pour coder des sites Internet. Puis là, on allait poser des questions aux ressources humaines à des gens qui pouvaient nous aider. Même si on n'avait pas d'argent, on a réussi à lever ce projet dans un projet-là. Pour vous dire, dans les événements grand public, comme dans n'importe quel projet, si vous manquez de ressources humaines, de temps ou d'argent, c'est possible quand même de faire. Puis je termine avec mon dernier triangle un peu plus philosophique, mais pour chaque projet dans lequel j'embarque, je pense que c'est pour ça que ça fonctionne aussi. Les projets, je base ça sur trois points de triangle, le plaisir, les opportunités, puis l'argent. Fait que quand on fait des projets, puis au début, c'était pas payant du tout de faire des festivals, il manquait la pointe argent, mais on avait beaucoup de plaisir. On savait que ça pouvait nous apporter des opportunités de se faire connaître, de faire d'autres événements, puis éventuellement de peut-être débloquer sur une troisième pointe du projet. Fait que, des fois, on se dit, puis des fois, on choisit des projets parce qu'on n'a pas beaucoup de plaisir, sauf que c'est ceux-là qui rapportent, qui vont nous rapporter plus, on va faire en sorte qu'ils rapportent plus pour compenser cette pointe-là. Ça fait que, ça pour dire, des fois, on pense juste à la pointe argent, mais si on a du plaisir et que ça peut nous apporter d'autres opportunités, ça peut être intéressant. J'ai fait 20 minutes, puis j'aurais tellement de choses à parler, mais je ne sais pas si vous avez des questions en général, sinon j'ai du contenu supplémentaire. Ça va tellement bien, Louis-Philippe. Moi, je t'invite à continuer, mais j'avoue que moi, j'en ai une question, je suis curieuse. Oui, vas-y. Qu'est-ce qui t'a amené à aller dans l'événementiel? J'avais un petit bout là-dessus. Écoute, moi, quand j'ai décidé que je me lançais, je savais pas, je n'avais pas vu que ça existait des formations ça fait plus longtemps que 15 ans que je fais de l'événementiel, mais je n'avais pas vu des formations comme Zoom Academy, puis je ne savais pas que les techniques d'intervention loisir ou les bacs en récréo, ça existait. Moi, je me suis tiré partout. Je suis allé en droit, en télévision, en enseignement. Puis un jour, parce que l'été, quand j'étais jeune, je travaillais un peu partout. J'allais travailler en France, en Ontario. Puis un jour, je me cherchais un emploi. Puis j'ai appliqué comme ça par hasard sur une coordination de festival. Puis là, j'ai eu la piqûre. Je me suis dit, OK, on peut en faire un métier. Puis je me suis rendu compte que quand j'étais plus jeune, j'étais dans les comités de bal, j'organisais tout le temps les parties, les rassemblements au cégep, au secondaire. Puis là, je me suis dit, OK, mais c'est ça que j'aime vraiment faire. Moi, je suis le rassembleur, puis je suis créatif dans la gang. Puis je me suis rendu compte qu'on pouvait en faire un métier. Puis là, tu vois, avec les triangles, tout a débouché. Tu t'es donné une structure. C'est ça. Façon de. J'aime beaucoup que tu aies mis le plaisir en haut. Ouais. Malheureusement, il y a trop de gens dans la société qui vont mettre l'argent en haut. Mais l'argent, c'est un résultat de. Oui, mais tu sais, puis en même temps, des fois, je veux dire, tu sais, moi, quand j'ai commencé à travailler, j'avais 11 ans, je travaillais dans les champs, ça n'a pas rapport. Je ramassais les roches, les points, tout ça. Puis j'étais sûr que j'avais pas beaucoup de plaisir, OK? J'avais pas beaucoup de plaisir, mais à 11 ans, j'avais de l'argent. Ça me donnait de l'argent, par exemple. J'avais cette pointe-là. Puis je me disais, moi, je travaille. Quand je vais avoir 14 ans, je vais travailler à l'épicerie, mais je me dis, je vais pouvoir mettre ça sur mon CV. Puis à 11 ans, j'étais dans les champs. Fait que, opportunité, tu comprends? Mais fait que des fois, oui, l'argent, surtout en début de carrière ou en lancement de projet, c'est important parce qu'on a peut-être un peu moins de plaisir, mais quand on a de la chance de pouvoir prioriser cette pointe-là, c'est intéressant. Fait que si j'ai bien compris, tu ramassais des roches? Ouais, savais-tu ça qu'il y en a qui font ça? Je connais des histoires par rapport à un petit pousset, c'est ça, un petit. C'est qui laissait des roches là? Non, mais c'est parce que les roches, après le dégel,
on est loin de l'événementiel, mais les rushs après le dégel, ils reviennent, puis là, ça brise la machinerie quand vient le temps de semer. Ben, je trouve ça intéressant quand même. Fait que tu avais déjà développé une capacité entrepreneuriale Ouais, ouais, ouais. à l'âge de 11 ans, imagine. Mais c'est drôle parce que moi, je vois souvent ça, Louis-Philippe. Tu sais, tout ce qu'on a fait dans notre vie, souvent, on se ramène à un point X, puis on dit, ah, mon doux, c'est pour ça, je comprenais pas pourquoi j'ai exploré là, j'ai exploré ici, puis finalement, je suis sur mon X de vie, parce que toi, vraisemblablement, tu es sur ton X de vie, là. C'est très clair que tu es un passionné de ce que tu fais, là. Et puis que tu livres ton message qui est vraiment inspirant pour les gens qui va donner le goût aux gens de faire de l'événement. Ça fait depuis déjà 2000, ça fait 7 ans que tu es avec nous, mais nous, chez Zoom, on enseigne ça depuis déjà 2008. Alors, ça fait quand même pas loin de 14 ans, je pense, qu'on enseigne l'événementiel. Ouais. Et ça fait quand même un bon moment. Et ça a évolué, ça a changé aussi. Là, il y a des choses différentes. Est-ce que tu dirais que depuis, est-ce que ça revient pas mal à la normale maintenant, les événements partout? C'est pas mal comme avant ou? Oui, je dirais depuis cet été, là, on a eu l'année 2021, c'était complètement différent. Puis d'où l'importance des organisateurs d'événements encore, mais cette année, là, c'était très, 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 très près là, de la normale de 2019. Là. OK. C'est bon d'entendre ça. Je suis sûre que les gens aiment ça entendre ça aussi. On est redevenu à la normale. Mais tu sais, quand la COVID est arrivée, tout ça, les organisateurs d'événements, eux, ce qu'ils disaient, appelez-nous. Nous, on est habitués de faire ça, de gérer des foules, des files d'attente, des contrôles de sécurité. C'était un peu. Mais oui, c'est vrai. Alors que tout au contraire, ils ont été dans l'attente un peu, hein. Ils se sont réorientés vers le virtuel. Parce que là, et le virtuel était là pour rester. Mais est-ce qu'il y a encore beaucoup d'événements virtuels comme nous, là, on a fait un événement virtuel? Est-ce qu'il y en a encore beaucoup de la demande pour ça, d'après toi? C'est sûr que ça l'a beaucoup diminué. Après ça, moi, c'est pas beaucoup mon créneau, les événements corporatifs, comme je suis plus dans le grand public, le virtuel, ça ne fonctionne pas beaucoup. Je sais que le niveau corporatif, ça fonctionne encore, mais il y a quand même une volonté des gens de se rassembler. Puis, je participais à un congrès en début de semaine, puis c'est tellement une autre expérience là aussi, pour réseauter, puis tout ça. Puis... On voit que tu as on dirait toutes des médailles que tu as derrière toi, tes beaux cadres. C'est très beau ton environnement. Oh, maman! C'est vraiment le fun de voir ça. Puis, tous des événements que tu as montés au fil du temps. Oui, exact. Félicitations. C'est vraiment inspirant. Tu dis au fil du temps, je regarde là, j'ai un peu de temps, mais un de mes premiers partenaires, il m'avait dit une chose qui m'a marqué un jour. Il m'a dit, souvent dans la vie, on a tendance à surestimer qu'est-ce qu'on peut faire en 1 an, mais on va sous-estimer qu'est-ce qu'on peut faire en 10 ans. C'est-à-dire que si je vous demande qu'est-ce que vous pensez que vous allez accomplir pour la prochaine année, vous risquez de m'en donner beaucoup, puis à la fin de l'année, vous allez être déçu un petit peu. Puis en contrepartie, si je vous demande où est-ce que vous allez être rendu dans 10 ans, vous allez avoir sous-estimé ça. Comme moi, si vous m'auriez demandé il y a 10 ans où j'allais être rendu aujourd'hui, combien de festivals j'allais avoir organisé, je pense qu'on en a fait 40 là, depuis 10 ans. Jamais j'aurais pensé ça parce que si on a cette tendance-là, puis on est un peu on est déçu à la fin de l'année parce qu'on n'a pas atteint tous nos objectifs parce qu'on a surestimé notre capacité de faire en 1 an. Mais quand on regarde en arrière puis on fait 1 plus 1 plus 1 plus 1 après 10 ans, ça en fait pas mal plus que ce qu'on aurait pensé. Oui, c'est une bonne chose de faire ça aussi. Ça nous encourage parce qu'on se dit, j'en ai fait des affaires, tu sais, finalement. On en a réalisé des événements. C'est très motivant. Tu es très inspirant. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions, Marie? C'est plutôt des beaux mots. C'est plein de beaux mots gentils. À aller lire la reconnaissance, comme tu as marqué dans ton triangle. Va voir toutes les reconnaissances que tu reçois. J'ai beaucoup aimé t'entendre. Oui. Gentil, merci. Alors, tu es avec nous maintenant à l'école, tu donnes ton cours, puis en janvier, tu reprends un autre groupe aussi à partir de janvier pour les inspirer puis les guider dans le développement de leur entreprise événementielle et de leur projet événementiel.
Oui, absolument. Exact, exact. Merci, LP. Merci beaucoup. On l'appelle LP. LP Lemay. Merci, LP. Merci. Merci. Si on avait été dans un événement présentiel, j'aurais aimé ça réseauter avec vous, prendre une petite coupe de vin vendredi à 16h. C'est pas Oui, possible avec les virtuels. absolument, absolument. On va se reprendre. Oui, Après